Retrouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui nous concerne tous. L'océan, un océan menacé, mais aussi un océan stratégique, vital et trop souvent invisible dans le débat public. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Roland Coutas, président de la Fondation de la Mer, entrepreneur et capitaine de vaisseau de réserve de la Marine nationale. Mais avant d'ouvrir notre conversation, comme chaque semaine, je vous propose un engagement et aujourd'hui, je vous propose de nous engager pour gouverner l'océan en posant des limites à ceux qui l'exploitent sans règles, parce que la mer doit changer de statut. Pendant longtemps, nous l'avons regardé comme un horizon, un espace lointain, indifférencié, presque hors du temps. Force est de constater que l'océan est devenu un territoire disputé, convoité, exploité, un espace de pouvoir. Un espace de conflit d'intérêts où se joue le climat, l'alimentation mondiale, la sécurité, la souveraineté des États. Ce basculement s'est imposé au grand jour en juin dernier à Nice, lors de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. On n'y a pas seulement parlé de protection de l'environnement, on y a parlé de gouvernance mondiale, de droit international, de pêche illégale et de rapports de force. Autrement dit, on a commencé à traiter l'océan comme ce qu'il est devenu, un enjeu politique central. Et il était temps, car la réalité est brutale. La pêche illégale prospère là où le droit recule, les ressources disparaissent là où les contrôles manquent, et en haute mer, près de la moitié de la surface de la planète, celle-ci reste encore trop souvent une zone grise, sans responsable clairement identifié et sans règles réellement appliquées. Néanmoins, une étape historique vient d'être franchie. Le traité international sur la haute mer va entrer en vigueur en janvier 2026. Un cadre juridique contraignant pour protéger des espaces océaniques jusqu'ici hors de toute juridiction. Une rupture politique et juridique, une première mondiale pour faire reculer le Far West des océans. Mais sur le sujet des grands fonds marins, le problème reste entier. On nous promet une transition énergétique propre, mais on s'apprête à ouvrir à l'exploitation minière des écosystèmes parmi les moins connus de la planète. Les plaines abyssales, où vivent des micro-organismes essentiels au cycle du carbone et dont les équilibres se construisent sur des milliers d'années. Les sources hydrothermales, où des formes de vie uniques, indépendantes du soleil, ont bouleversé notre compréhension même du vivant. Les monts sous-marins, les récifs profonds, des zones clés de reproduction et de biodiversité, parfois âgées de plusieurs siècles. Alors bien sûr, et évidemment, nous connaissons le potentiel économique de ces fonds, mais pas les conséquences écologiques de leur destruction. Et pourtant, certains voudraient les exploiter, et c'est là que se pose la vraie question politique. Du profit immédiat contre le ton long, de la prédation contre la connaissance, de l'aveuglement contre la responsabilité. Nous devons, me semble-t-il, passer de la sensibilisation à la gouvernance, en posant des règles claires, en investissant dans le contrôle et la surveillance, en protégeant nos territoires ultramarins, en faisant respecter le droit international, en acceptant que tout ce qui est techniquement possible ne soit pas nécessairement légitime. Et cela engage particulièrement la France, deuxième puissance maritime mondiale, car on ne peut pas revendiquer un rang sans en assumer les responsabilités. S'engager pour l'océan, pilier de notre avenir commun, c'est refuser qu'il devienne une zone de non-droit. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Alors, protéger l'océan, ce n'est pas qu'une option écologique, c'est une responsabilité collective, économique, stratégique. Aujourd'hui, je reçois Roland Coutas. Bonjour Roland. Bonjour Muriel. Très heureuse de vous recevoir. Vous êtes le président de la Fondation de la Mer. Nous allons parler de la protection de l'océan et du domaine maritime français. Et ma première question va concerner directement la Fondation de la Mer. Qu'est-ce que vous essayez de changer concrètement sur le terrain face à cette urgence écologique ? Écoutez, avant tout, votre introduction a tout résumé. On pourrait presque s'arrêter là. On s'en va. Vraiment, chapeau. Tout est dans cette introduction. Tous les gros sujets sont présents. La Fondation de la Mer a été créée il y a plus de 10 ans par toutes les instances maritimes françaises, a réuni des scientifiques, des journalistes, des coureurs au large, tout le monde maritime français qui est incroyable, vous allez le voir au cours de notre conversation. Elle est là pour protéger l'océan et pour gérer de façon intelligente et durable ses ressources. Donc la Fondation fait énormément de choses. On soutient et on finance près de 400 associations. On lutte contre la pollution, bien sûr, en organisant des milliers de collectes de
de plastique sur les plages ou ailleurs, des milliers de tonnes ramassées chaque année. On organise beaucoup de sujets liés aux écosystèmes marins, en protégeant les mangroves, en protégeant les récifs coralliens, en protégeant les herbiers de Posidonie. On protège évidemment les espèces, beaucoup d'espèces, que ça soit, on rentre d'une mission en Grèce pour sauver le phoque moine. Le phoque moine, j'ai vu ce documentaire formidable. Hein, oui. Il en avait 300 000 en Méditerranée jadis. Aujourd'hui, il en reste à peu près 500 en Grèce, vous vous rendez compte. Donc, c'est bon signe, ils vont revenir petit à petit. Il va falloir que la France, la Sardaigne, la Corse au début, puis la France, pourquoi pas, les accueille à nouveau. Donc la Fondation agit sur beaucoup de domaines. Mais le but, avant tout, c'est de faire prendre conscience aux Français de l'importance de l'océan et de la place fondamentale qu'a la France maritime. On est là pour maritimiser les Français, car s'il y a une seule chose que je pourrais reprocher à votre introduction, c'est que, je vous l'annonce, la France n'est pas le deuxième espace maritime, comme on le croit trop souvent. C'est le premier ? Mais c'est le premier. Ah oui, le premier. C'est le premier domaine maritime mondial. J'avais un doute, mais... La France est la première puissance océanique mondiale. En termes, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais en termes de ZEE, la ZEE a été prolongée au-delà, jusqu'aux limites des plateaux continentaux. Et en rajoutant ces espaces-là, on parle à chaque fois de centaines de milliers de kilomètres carrés, la France est agrandie. Et la France, effectivement, est une gigantesque puissance maritime. Ça nous honore, mais ça nous oblige à être exemplaires, à bien la gérer, à la protéger. Pourquoi ? Parce que l'océan, c'est la mer de toutes les batailles. Si l'océan meurt, nous mourrons. Une respiration sur 2 que nous faisons ici, l'oxygène provient de l'océan. Le poumon de la Terre n'est pas du tout, comme on peut le croire, l'Amazonie, ce qu'on voyait dans les livres d'histoire, de géographie de l'époque, mais c'est l'océan qui produit l'oxygène. C'est l'océan qui garde la chaleur, le trop de chaleur généré par les activités humaines. C'est l'océan qui nourrit près de 3 milliards de personnes. Donc c'est stratégique, et c'est donc absolument fondamental de prendre ces sujets à bras-le-corps et de s'en occuper. Alors, en juin dernier, la France a accueilli la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, qu'on appelait l'UNOC 3, un événement important dont on a énormément parlé. On a bien compris, et vous venez de le dire encore très clairement maintenant, l'océan n'est plus un enjeu écologique, il est devenu un espace de rapports de force internationaux. Est-ce que la France et des États en particulier ont compris que la mer est un espace de pouvoir et pas seulement un espace à protéger, d'après vous ? Non, c'est notre principal combat. Maritimiser les Français, embarquer les Français et refaire rêver la France à travers cet espace maritime. Mais pas que la France, peut-être, non ? Pas que la France, mais déjà, d'abord, on est Français. Et puis, il se trouve qu'on a ce premier domaine maritime qui... Sachez que la France est le seul pays au monde sur lequel le soleil ne se couche jamais. Le plus grand voisin... C'est joli, ça. Mais c'est vrai. Le plus grand voisin de Madagascar, c'est la France. On est partout présent. Donc c'est vraiment à prendre en compte parce que l'économie maritime est fondamentale dans notre pays. C'est plus de 2% du PIB. La France a tous les atouts. Et comme l'océan est le futur incontournable de l'humanité, l'océan est le futur incontournable de la France, bien entendu. Et on est là pour faire prendre conscience de ces sujets-là. Et voyez, vous me permettez tout de suite de pousser... d'être choqué par une décision qui est en passe d'être prise, mais qu'on va contrer très rapidement. Vous dites que les pouvoirs publics actuels, les gouvernants actuels ne se rendent pas compte de quoi on parle. C'est tellement vrai qu'actuellement, il y a 2 cailloux français perdus dans le Pacifique, qui s'appellent 2 petits îlots qui s'appellent Matthew et Hunter, que la France est en train de brader, de donner au Vanuatu. Tout ça par une rencontre improbable entre apparemment le président Macron et son homologue des Vanuatu. Certes, c'est peut-être 2 petits cailloux en surface, mais la ZEE, l'espace français souverain, qui nous appartient, autour de ces cailloux, c'est 350 000 km². La France de métropole, c'est 550 000 km². Vous voyez de quoi on parle ? Et on le sait de nom de quoi ? Au nom de quoi ? Écoutez, les bras m'en tombent. Je pense au nom d'une incompréhension totale de ce que c'est que la France, d'une incompréhension totale de ses territoires, et puis surtout, nom de Dieu, je crois où sont les hommes d'État ? Parce qu'un homme d'État, il pense aux générations futures.
ces gens qui nous gouvernent sont des hommes politiques qui pensent sans doute aux prochaines élections. Comment peut-on... On ne partage pas la France. On ne cogère pas la France. On ne donne pas la France. Vous savez, leurs grands ancêtres, Louis XIV a passé 30 ans contre les Habsbourg pour conserver 15 000 km² de France. Et aujourd'hui, nuitamment, un président, ou que sais-je, je ne sais pas quel diplomate improbable, serait prêt à donner 350 000 km² au Vanuatu. Mais au nom de quoi? On va nous dire... Non, mais moi, je vais voter pour vous. Vous allez devenir ministre de la mer. Écoutez, j'en suis pas là, je cherche à être heureux en tout, donc vous savez, la politique... mais ne rend pas forcément heureux, la politique. Alors, protéger l'océan, c'est d'abord oser le gouverner. Un des angles morts de cette gouvernance, c'est la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. C'est un sujet central, explosif, qui touche directement la souveraineté maritime et la biodiversité. Donc vous êtes évidemment, on l'a dit, président de la Fondation de la mer. On va parler de ces enjeux dans un instant. Retrouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Vous êtes de retour dans la force de l'engagement sur Sud Radio. Nous parlons ce matin de l'océan, de souveraineté maritime, de protection des ressources avec Roland Coutas, président de la Fondation de la mer. Alors Roland, entrons dans le dur. Tant que la pêche illégale prospère, ce sont les règles qui reculent, je pense qu'on est d'accord, les ressources qui disparaissent, et puis les États qui perdent la main. Alors je sais que c'est un sujet qui vous intéresse directement. Est-ce que cette pêche, qu'on appelle la pêche INN, est un test de crédibilité des politiques marines? Et est-ce que c'est une des menaces les plus graves pour l'océan? C'est une des menaces les plus graves, parce que cette pêche donc, est illégale, non réglementée, non encadrée. À l'échelle mondiale, on pêche chaque année environ 80 millions de tonnes de poissons. À côté, en plus, se pêcherait entre 25 et 30 millions de tonnes illégalement, avec des bateaux sans règles, qui saccagent, qui pillent. C'est là qu'est le vrai sujet pour moi. Les bateaux normaux, les bateaux de pêcheurs, vous savez quoi, la France a une flotte de pêche vieillissante, il y a des tas de gens formidables, c'est un des plus beaux métiers du monde et un des plus dangereux. Avant de les emmerder, parlons de la pêche illégale. Parlons de tous ces bateaux du sud-est asiatique qui viennent notamment dans nos zones, dans nos aides françaises, piller les ressources. Là aussi, on marche sur la tête. Je vous donne l'exemple de Clipperton, qui est un atoll français dans le Pacifique. Tout autour de Clipperton, la zone maritime est gigantesque. Plus gigantesque encore que celle qui est en métropole. On a bradé les droits de pêche de Clipperton aux Mexicains il y a des années pour, je crois, en échange de libération de Florence Cassel, sous Nicolas Sarkozy. Donc, on ne maîtrise plus ça. Là-bas, on est pillé. Là-bas, des bateaux étrangers viennent prendre des thons français qui sont ensuite transformés et rachetés, vous savez par qui? Par nous. C'est complètement dingue. On a, je vous l'ai dit, le premier domaine maritime au monde et on a la 25e flotte de pêche au monde. On importe 4,5 milliards par an de produits de la pêche. Donc, évidemment, attaquons-nous à cette pêche illégale. Nos territoires ne sont pas suffisamment protégés. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est lié à la technologie. Pour vous donner une idée, les zones sont tellement vastes qu'il n'y a pas assez de bateaux, évidemment, pour tout surveiller. Ça équivaudrait à surveiller la France avec 2 voitures de police. Mais donc, il faut faire quoi? Les nouvelles technologies. Oui. Aujourd'hui, c'est possible, grâce aux satellites d'observation, de surveiller de façon très pointue nos ZEE et les autres domaines maritimes et étrangers, y compris la haute mer. La technologie arrive. À la Fondation de la mer, on a poussé ça et on a fait se rencontrer 2 sociétés qui ne se parlaient pas forcément avant. Une start-up française qui a une technologie très particulière et une grosse société de l'espace européen qui se sont parlé et ils sont en train de pondre un logiciel, un système de surveillance très efficace des domaines maritimes. Donc de surveillance des domaines maritimes, oui. Et y compris de nos domaines maritimes et ultramarins, qui sont là aussi un angle mort de notre politique. Vous venez de le dire. Absolument. Alors, on le sait mal, et vous avez tout à fait raison de le rappeler tout à l'heure, la France possède le premier domaine maritime mondial, 12 millions de kilomètres carrés, essentiellement grâce à ses territoires ultramarins. Pourquoi c'est un enjeu stratégique majeur? Évidemment, un enjeu écologique, économique, géopolitique, et c'est aussi un enjeu de souveraineté. Celui qui contrôle la mer contrôle le monde. Quand je vous dis que la France est la première puissance océanique mondiale,
Pour être une puissance océanique, il faut quoi? Il faut des espaces maritimes considérables, on en a parlé. Il faut une puissance économique. Le cluster maritime en France regroupe toutes les sociétés du maritime. C'est une puissance qui est présente et qui est en termes d'économie, c'est des emplois, c'est de l'argent. Il faut une marine de guerre. La marine nationale est la meilleure d'Europe, de très loin, et une des meilleures au monde. Il faut des armateurs, CMA, CGM, et tant d'autres, qui sont parmi les leaders au monde. On a Ifremer. Ifremer, c'est la NASA des profondeurs. On est parmi les seuls pays capables d'explorer les grands fonds jusqu'à 6000 mètres de fond. Car savez-vous que les plus grandes découvertes de notre époque ne se feront pas du tout dans l'espace, comme on l'imagine, mais elles viendront du cœur même des océans. Aujourd'hui, sur Terre, on a identifié 2 millions d'espèces. Il en resterait 10 millions à découvrir dans les grands fonds. Alors, avant de les saccager, comme veulent le faire les Chinois, les Américains, prenons le temps, un moratoire pour attendre, explorer, comprendre, et ensuite, fatalement, quand l'humanité aura terminé de saccager les espaces émergés de notre Terre, fatalement, il faudra puiser dans l'océan, mais de façon, cette fois-ci, intelligente. Raisonnée. Et raisonnée. Qu'est-ce que vous pensez de l'UNOC, vous, de ce qui s'est passé à Nice? Vous pensez que ça a été utile? Moi, j'ai un peu le sentiment qu'on n'y arrive pas vraiment, quoi. On discute beaucoup, mais est-ce que c'est réellement... est-ce qu'il y a des terrains d'application? Ça a été fondamental. Il y aura un avant et un après l'UNOC. Pourquoi? Parce que l'UNOC a permis pour la première fois de donner un statut à la haute mer. Tout ce qui n'est pas les eaux nationales. C'était jusque-là le Far West. 15 ans de négociation, quand même, pour obtenir 15 ça. ans. Et c'est bien le problème, mais on y est arrivé. 15 ans de négociation. Donc, il y a effectivement maintenant un droit de la haute mer. Mais c'est que le début d'autre chose. Le début de comment gérer maintenant. On parle de 50% de la surface du globe. C'est considérable. C'est l'avenir de l'humanité. Et là, on est reparti, malheureusement, quand on va dans ces cycles onusiens ou étatiques, vous voyez bien, comme vous le dites, on parle de 15 ans, 20 ans, c'est trop long. Il y a des gens extraordinaires. J'ai rencontré récemment le ministre de l'Environnement de Nouvelle-Calédonie. Là-bas, ils ont classé, ils ont fait un moratoire sur toute la ZE de Nouvelle-Calédonie. Ils interdisent pendant 50 ans l'exploitation minière. Pourquoi 50 ans? Il me dit, parce que c'est 2 générations. C'est un cycle de reproduction? 2 générations. 2 générations. 50 ans. Donc, 10% de la ZE française est déjà sous moratoire. C'est grâce à ces gens brillants de Nouvelle-Calédonie. Donc il nous reste surtout le traité sur les grands fonds. En fait, c'est ça qui est aujourd'hui un vrai enjeu international. Oui. Et pour moi, c'est un enjeu international. C'est aussi des privés, des scientifiques qui peuvent s'en emparer. Vous savez, deux citoyens, 2 scientifiques à l'époque ont lancé en pleine guerre froide, en 1954, l'année géophysique internationale. Grâce à ça, ils ont réuni les scientifiques du monde entier, les soviétiques, des Américains, pour réfléchir parce que la science devait être universelle, ce qu'elle doit plus que jamais être aujourd'hui. Ça a débouché sur les premières expériences et bases dans l'Antarctique. Ça a débouché sur les premiers satellites que l'humain a lancés dans l'espace. Ça a débouché derrière, donc sur le traité de l'Antarctique en 1961, qui a consacré un continent entier, réserve mondiale de l'humanité, pour la paix et pour la science. Derrière, des saccageurs, toujours les mêmes, ont voulu exploiter. Des gens se sont élevés, dont le commandant Cousteau. Et en 1998, c'est pas vieux, est entré en vigueur le traité de Madrid, moratoire de 50 ans, personne n'a le droit de toucher à l'Antarctique. Ça a de la gueule. Comme quoi, quand on se bouge, on y arrive. Quand on s'engage. Oui, quand on s'engage, quand il y a une volonté politique, on y arrive. Alors, parlons un peu de vous. Vous avez un parcours très singulier quand même. On se connaît un peu. Journaliste, entrepreneur, cofondateur de la Fondation de la mer, capitaine de vaisseau de réserve. Comment, je sais que vous investissez beaucoup dans beaucoup d'entreprises, de la tech d'ailleurs. Comment ces engagements se rejoignent et pourquoi cet engagement sur les océans en particulier ? Écoutez, d'abord, franchement, l'engagement. Je ne peux pas supporter de ne pas être actif. Je ne supporte plus les dîners ou les déjeuners, ici ou là, où les gens critiquent, les gens parlent. Et en France, nom de Dieu. Ouais. La France, plus que jamais, est un paradis peuplé de gens qui croient vivre en enfer. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Vous voyez, on parle des territoires ultramarins, mais on est attaqué de toutes parts.
La Russie attaque l'Ukraine, mais la Russie attaque aussi nos territoires au large de Madagascar. La Chine, ces deux îlots dont on parle, Matthews et Hunter, c'est la Chine qui est derrière. Vous voyez, on est attaqué. Arrêtons d'être des bisounours. Donc, c'est l'engagement qui me guide. Et la mer, pourquoi ? Parce que j'ai toujours eu cette passion, grâce à mon père, sans doute. On a toujours été sur les ports, voir les bateaux, mais la mer, les bateaux. Et puis, oui, c'est 72% du globe. Hein. Alors, vous dites, ces dîners en ville où on critique, on est bien d'accord là-dessus, c'est dîners stériles. Moi, j'appelle ça les dîners stériles. Est-ce que vous êtes confiant ou vous êtes plutôt inquiet quand vous regardez notre futur ? Vous avez 2 très jeunes enfants. Oui, c'est vrai. Non, la preuve, faire des enfants aujourd'hui, ça, c'est du courage. Je suis très confiant parce que je pense pas. On a tout en France. On sait exactement ce qu'il faut faire. On sait que le pays est gelé, chloroformé par des tas de règles stupides, aberrantes. Tout le monde le sait. Il manque juste tout là-haut, une petite couche d'hommes d'État, de personnages qui ne vont pas penser à leurs élections ou à leur petite carrière. C'est tout ce qui manque. Et moi, j'ai confiance parce que, fatalement, ils vont émerger ici ou là. Ah ben, peut-être que ça va être vous qui allez émerger, parce que c'est vrai que sans force politique, sans engagement politique, et c'est vrai dans tous les domaines, on n'y arrive pas. Donc, Roland Coutas, peut-être, prochain ministre de la Mer. En tout cas, Roland, moi, c'est Catherine Chabot, une amie qui l'est. Et elle connaît très très bien ses enjeux, elle est remarquable. Ok, mais moi, je vous engage quand même à parler beaucoup aux politiques. Peut-être que vous le faites déjà, très régulièrement. Alors, la Fondation de la Mer, c'est précisément cette écologie de gouvernance et d'action concrète. Je vous remercie de nous avoir rappelé que l'océan n'est pas un sujet parmi tant d'autres, mais bien un pilier de notre avenir commun. La force de l'engagement, c'est chaque semaine sur Sud Radio et en podcast sur sudradio.fr. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même énergie, pour une nouvelle rencontre avec ceux et celles qui font bouger la société. Et tout de suite, je vous laisse avec John pour le meilleur de Sud Radio. C'était la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé.